Avez-vous déjà regardé votre reflet et ressenti que quelque chose n'allait pas? Pas vos cheveux, ni vos traits, ni vos vêtements, mais cette étrange sensation, comme si quelqu'un d'autre habitait votre corps. Quelqu'un qui essaie de se souvenir de qui il était avant de devenir vous. Peut-être que la vie est devenue un théâtre, peut-être que le rôle vous colle à la peau, peut-être que le masque a fusionné avec votre visage, et au milieu de l'agitation, de la productivité, des attentes et de la peur d'échouer. Une petite voix demande à être entendue, une voix ancienne, un silence qui hurle, une présence qui ne joue pas de rôle. Elle regarde simplement. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée vertigineuse, une idée qui ne vient pas des manuels de développement personnel, mais des profondeurs de l'expérience humaine. Elle résonne dans la philosophie existentialiste, mais aussi dans les textes mystiques, les sagesses orientales, les murmures des traditions oubliées. Cette idée a sauvé certains d'eux-mêmes. Peut-être qu'elle peut aussi vous sauver. Parlons de ce qui existe avant l'ego, de ce qui demeure quand le moi se dissout, et pourquoi ce n'est pas la fin, mais le début d'une liberté dont vous ignoriez l'existence. Que reste-t-il quand on est fatigué d'être soi-même? Depuis les premiers jours de l'humanité, une question nous hante. Qui suis-je? Les anciennes traditions mystiques ne voyaient pas le je comme quelque chose de fixe mais comme une illusion, une ombre passagère façonnée par les expériences, le corps, la culture. Pourtant, c'est au XVIIe siècle que cette quête prit une nouvelle tournure avec René Descartes, le père de la philosophie moderne. Dans sa tentative de fonder la connaissance sur une base solide, il déclara « Je pense, donc je suis ». Pour Cyrano, lui, si tout peut être mis en doute, le monde, les sens, les autres, la seule certitude qui subsiste est la pensée. Et celui qui pense existe. Mais cette existence possède-t-elle vraiment un centre stable? Ou bien confondons-nous la pensée avec le penseur? Cette inquiétude résonnera 3 siècles plus tard chez Jean-Paul Sartre, l'une des grandes figures de l'existentialisme. Sartre, avec une lucidité tranchante comme une lame, tourna son regard vers l'intérieur et découvrit quelque chose de troublant. Le je, celui que nous croyons être, n'est pas une entité solide. Ce n'est qu'une création de la conscience, une image, un reflet, un masque. Pour lui, la conscience n'est pas une chose, ce n'est pas une substance. C'est un vide actif qui perçoit, imagine, choisit et surtout se transcende. Sartre disait que nous sommes comme des lanternes, nous projetons de la lumière sur le monde et sur nous-mêmes, mais nous ne voyons jamais la lanterne elle-même. Et voici le secret. Le je n'est pas le maître de la conscience, il est créé par elle. C'est comme si l'esprit, en s'observant, dessinait une ébauche de ce que nous sommes. Cette ébauche devient un nom, un numéro, une profession, un signe astrologique, un traumatisme d'enfance, un fil Instagram. Mais tout cela n'est que surface. Les traditions mystiques avaient déjà pressenti cela, il y a des millénaires. Dans l'Advaita Vedanta, par exemple, on enseignait « Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit, tu es le témoin silencieux ». Dans le bouddhisme, on parle de l'anatta, le non-soi, l'un des piliers de la libération spirituelle. Même dans l'hermétisme antique, le je est décrit comme quelque chose de fluide, impermanent, qui doit être purifié pour que la flamme intérieure puisse émerger. Sartre, sans même s'en rendre compte, dansait avec ces mêmes fantômes. Il révéla que ce que nous appelons le « je » n'est peut-être qu'un reflet dans le miroir de la conscience, et que le véritable centre de l'existence n'est pas un personnage, c'est le regard derrière les yeux. Imaginez la conscience comme une scène plongée dans l'obscurité. Au centre, une seule lanterne est allumée. Elle tourne, silencieusement, illuminant ce qui l'entoure. Pensées, souvenirs, sons, images, douleurs, désirs. Mais cette lanterne ne s'éclaire jamais elle-même. Elle est ce qui éclaire. Elle est la conscience. Maintenant, une question inévitable surgit. Qui tient cette lanterne? La réponse la plus évidente serait « moi ». Mais qui est ce « moi » Si vous vous arrêtez un instant et tentez de voir qui vous êtes,
qu'est-ce qui apparaît? Peut-être une image mentale, votre visage, votre corps, peut-être votre histoire. Je suis l'enfant d'un tel, je fais ceci, j'aime le café. Mais regardez bien, tout cela est objet de la conscience. Ce n'est pas la conscience elle-même. Vous voyez le visage. Donc, vous n'êtes pas le visage. Vous vous souvenez de votre histoire. Donc vous n'êtes pas l'histoire. Sartre nous propose un exercice mental simple, mais bouleversant. Essayez de trouver le moi, et vous verrez qu'il vous glisse entre les doigts, comme de la fumée. La conscience n'est pas une chose, c'est une ouverture, un flux, un vide créatif. Et le moi n'est qu'une forme temporaire qui surgit dans ce flux, comme l'écume au sommet de la vague. Les anciens le savaient. Dans la tradition zen, il existe un koan célèbre. Montre-moi ton visage originel, avant la naissance de tes parents. Il est impossible d'y répondre avec des mots, car le véritable vous ne peut pas être nommé, il ne peut qu'être vécu, et c'est là que tout commence à changer de couleur. Car si le moi n'est pas fixe, s'il est une construction passagère, alors peut-être que ce n'est pas vous qui êtes fatigué de la vie, peut-être que ce qui est épuisé, c'est simplement le personnage, le rôle, le masque. Peut-être que quelque chose en vous appelle à l'aide, pas pour plus de conquêtes, pas pour plus de réponses, mais pour un retour au silence. Amba, la présence, à l'instant présent. Et dans cet instant, il n'y a aucun besoin d'être quelqu'un, seulement être. Vous savez pourquoi l'idée que le moi n'est pas réel fait si peur? Parce qu'on nous a appris que être quelqu'un, c'est tout ce que nous avons. Depuis l'enfance, on nous demande « Que veux-tu devenir quand tu seras grand ?» Comme si la réponse était un destin, comme si la vie était un rôle à remplir, avec un poste, un nom, des réussites, mais et si la vérité était tout l'inverse? Et si la plus grande liberté, c'était de cesser d'être quelqu'un en particulier, et simplement être? La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais vivre sous l'emprise de l'ego, c'est comme être prisonnier d'un labyrinthe, de miroirs. Chaque pas vous montre une nouvelle version de vous-même, et aucune n'est réelle. On court pour plaire, pour s'améliorer, pour se trouver. Mais plus on court, plus on s'éloigne de ce que l'on a toujours été. Sartre disait que l'ego est une invention narrative, une tentative de l'esprit de figer ce qui, par nature, coule. Et les mystiques le savaient depuis toujours. Dans le soufisme, on enseigne que l'ego doit être anéanti pour que le divin puisse émerger. Dans le bouddhisme, l'attachement au moi est la racine de la souffrance. En alchimie spirituelle, l'ego est le plomb qu'il faut transmuter. En or, non pas le détruire, mais le purifier. Mais l'ego est rusé. Il murmure « Sans moi, tu ne seras rien ». Alors on se débat, on résiste, on s'accroche à la souffrance. Parce que, d'une certaine manière, elle est encore la nôtre. Comme le scorpion qui pique, même s'il sait qu'il coulera avec la grenouille. L'ego préfère sombrer plutôt que se rendre. Mais il existe une issue, une brèche de lumière, dans le théâtre des identités. Elle apparaît quand on est fatigué. Pas de vivre, mais de jouer un rôle, quand le costume n'a plus de sens, quand la performance pèse plus que la vie réelle, quand on regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaît plus. À cet instant, quelque chose s'éveille en vous, quelque chose qui était là depuis toujours, observant, attendant, en silence. C'est cela, la conscience. Le vide créateur, l'espace dans lequel l'ego danse, mais dont il n'est pas la totalité, et le simple fait de le voir change tout. Comment vivre sans être englouti par le personnage? Comment abandonner le moi sans se perdre? La réponse ne se trouve ni dans un manuel, ni dans un miracle. Elle réside dans de petits rituels, des portails quotidiens vers l'instant présent. 1. Le retour à la présence. Chaque jour, pendant quelques minutes, arrêtez tout. Asseyez-vous en silence. Ne méditez pas, ne pensez pas. Ne cherchez pas un état mystique. Ressentez simplement le corps. Observez la respiration, écoutez les sons. Laissez la conscience être une lanterne libre, sans chercher à éclairer l'ego. Cette pratique simple dévoile le faux « je » qui court toute la journée
et révèle l'espace derrière lui. 2. Le miroir sacré. Regardez-vous dans un miroir, non pas le visage mais les yeux. Plongez-y comme on regarde le ciel nocturne. Répétez mentalement « Je suis la présence derrière les yeux ». Rien n'a besoin d'être corrigé. Cette pratique, issue de certaines lignées ésotériques, active la reconnaissance de la conscience sans forme. 3. Déconstruction de la persona. Choisissez un des masques que vous portez, peut-être le professionnel infatigable, le fils parfait, le fort qui ne pleure jamais. Écrivez-lui une lettre d'adieu. Remerciez, libérez, lâchez prise. L'acte symbolique a du pouvoir. Dans l'alchimie intérieure, c'est ce qu'on appelle une mort initiatique, la mort de l'ego et la naissance de l'âme éveillée. 4. Micromagie de l'instant. Portez un petit objet simple, une pierre, une bague, une plume. Chaque fois que vous le touchez, respirez profondément et demandez « Qui ressent cela en ce moment ?» Ce geste vous relie au présent. Et avec le temps, l'instant cesse d'être un concept pour devenir une demeure. 5. Pratiquez le désenchantement doux. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. L'ego adore raconter les vieilles histoires. Tu n'es pas assez. Personne ne se soucie de toi. Tu vas échouer. Chaque fois que ces pensées apparaissent, dites simplement « Ah, le vieux personnage est de retour ». Nommer l'ego est le premier pas vers la désidentification. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tuer l'ego. C'est un outil, pas un maître. Laissez-le exister, mais ne le laissez pas diriger. Vous êtes plus grand, plus ancien, plus silencieux, et vous avez toujours été là. Tu n'es pas ta voix fatiguée, ni ton histoire brisée, ni les rôles que tu as appris à jouer avec tant d'efforts. Tu es l'espace entre deux pensées, la pause entre les mots, le silence qui écoute le monde. Et cela n'a jamais été fatigué. Sartre nous a montré que l'ego est une invention de l'esprit. Mais tu n'es pas une invention. Tu es la conscience qui perçoit, la lumière avant la forme, le vide avant l'idée. Et si tout cela était vrai, peut-être que ta fatigue n'est pas un ennemi. Peut-être est-elle une invitation, un appel de l'âme pour que tu cesses de faire semblant, pour que tu retires le masque, pour que, pour la première fois depuis longtemps, tu sois simplement. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde pour être réel. Tu l'es déjà. Le simple fait de le reconnaître maintenant en est la preuve. Alors, la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir en pensant « Je n'en peux plus d'être moi », rappelle-toi. Peut-être que ce n'est que le personnage qui touche à sa fin et que derrière lui, il y a toujours eu le vrai toi, la présence silencieuse, l'observateur immuable, l'étincelle du divin, et cela ne se lasse jamais de vivre. Si ce message a touché quelque chose en toi, je t'invite à descendre encore plus profondément l'escalier de la connaissance de soi. La caverne de l'esprit ne fait que commencer, et tu es le bienvenu pour explorer ces mystères avec moi. Aime, commente, partage.